Bonjour à tous, je vous propose une nouvelle série de vidéos, un peu différente de ce que je vous ai présenté jusqu'alors, même si je me suis déjà attardé un petit peu sur des méthodes d'entraînement. Je vous propose une série de vidéos sur comment s'entraîner aux échecs, comment atteindre ses objectifs, aux échecs et d'ailleurs dans d'autres domaines, puisque c'est applicable. Cette méthode est directement héritée des pratiques sportives et aussi du coaching, du management en entreprise. Alors pour ce qui est de la pratique sportive, il faut savoir que l'entraînement, les méthodes d'entraînement sont souvent bien plus développées dans le monde du sport que dans les échecs, tout simplement parce que dans le sport, il y a souvent, en tout cas dans certains sports, beaucoup de sponsors. Qui dit beaucoup de sponsors dit beaucoup d'argent, une visibilité beaucoup plus large que dans les échecs. Et qui dit argent dit possibilité pour les champions de s'encadrer de tout un tas de conseils pour atteindre leurs objectifs, justement. Ces conseils, ce sont des coachs dans divers domaines, peu importe. Et au final, il y a des techniques beaucoup plus pointues que dans les échecs qui sont un peu à la traîne en méthode d'entraînement. Il y a peu de choses, on vous dit voilà, résolvez des diagrammes et puis 5 minutes par jour et ça devrait aller, quoi. Mais les échecs, on va le voir, sont une matière quand même complexe qui met en jeu de la psychologie, de la technique, et l'entraînement a une part importante aussi. Et donc tout le but de ces petites vidéos, très courtes, ce sera de vous montrer et de vous proposer une méthode d'entraînement, libre à vous évidemment de prendre ce qui vous intéresse et de laisser ce qui vous intéresse moins. C'est offert. Alors c'est offert par Coaching Chessemy. Alors ça veut absolument rien dire. Vous connaissez Chessemy, c'est la chaîne. En anglais plus correct, ce serait plutôt I am Chess Coaching. I am pour International Master, Chess pour échec, et puis Coaching pour coaching. Ça change pas. Mais on est français, on est francophone, donc on va dire coaching. Et Chessemy parce que c'est une marque, ça y est, on l'a adopté et c'est un petit peu partout. Ok, donc le propos d'aujourd'hui, c'est comment créer son plan d'entraînement. Alors, créer un plan d'entraînement, c'est important si on veut progresser, mais il faut déjà se poser une question. Est-ce que vous êtes un génie? Est-ce que vous êtes surdoué? Est-ce que vous pensez que vous pouvez aller très loin? Si vous vous posez la question de savoir si vous êtes un génie, ou si vous êtes sur cette chaîne en train de regarder cette vidéo, nous avons la réponse. Et je pense qu'il va falloir beaucoup réfléchir et s'organiser pour progresser. Voilà. C'est beaucoup plus facile pour les génies, pour les surdoués, on le sait dès qu'on est très très jeune. Et c'est pas la majorité d'entre nous, et ces gens-là n'ont pas besoin de moi, ou de mes conseils, ou de ma méthode pour aller très loin. D'ailleurs, ils peuvent appliquer à peu près n'importe quelle méthode, ça produira toujours des résultats. Pour les autres, bienvenue au club, on est tous pareils. Ceci étant, même sans être un génie, on peut s'interroger. On peut s'interroger, c'est déjà la base du progrès. J'ai toujours... Enfin, peut-être que je doute, donc je suis, est encore plus vrai que je pense, donc je suis. On commence par se poser une question existentielle. Et pour ne pas faire trop de digression, allons-en directement à notre plan d'entraînement. La première question à se poser, peut-être, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on veut faire un plan d'entraînement? C'est bien gentil de vouloir s'entraîner, mais pourquoi? C'est une question à laquelle il faudra répondre. Comment? Comment on va pouvoir s'entraîner? Ok, je sais pourquoi je veux m'entraîner, mais comment je peux m'entraîner? De quoi je dispose? Ça aussi, c'est d'abord une question, lorsque vous voulez progresser, que vous devez vous poser. Et quand? Quels vont être les grands moments de mon entraînement? Quand je vais pouvoir m'entraîner, mais aussi quand je vais pouvoir évaluer ma progression, etc. Voilà. Alors le pourquoi, c'est quelque chose d'assez simple, mais en même temps d'assez compliqué. Pourquoi on s'entraîne en général? C'est pour atteindre un objectif. Donc la première partie du plan d'entraînement, c'est de définir votre objectif. Si vous ne définissez pas d'objectif, il est très difficile, voire impossible, de créer un plan d'entraînement. Vous entraînez pour quoi? Pour devenir champion du monde? Pour battre votre beau-frère? Pour dépasser un record personnel? L'objectif, votre objectif va déjà très nettement influencer votre entraînement. Vous vous entraînez, vous voulez un plan d'entraînement pour améliorer une qualité parmi beaucoup d'autres, et une seule, ou effacer un défaut. Donc déjà, il faut définir l'objectif. Et l'objectif, c'est pas n'importe quoi. L'objectif, d'abord, doit être réaliste. Est-ce que vous avez 5 ans? Est-ce que vous êtes surdoué? Oui.
Votre objectif peut être de devenir champion du monde. Mais consultez quand même les gens autour de vous. Est-ce que vos parents sont prêts à vous suivre? Est-ce qu'ils sont prêts à ce que vous arrêtiez vos études? Est-ce qu'ils sont prêts à payer toute votre carrière d'échecs, vos entraîneurs, vos stages, etc. Tout. Si la réponse est non à l'une ou l'autre de ces questions, ce sera peut-être un peu dur d'être champion du monde. Il faut peut-être réviser l'objectif. Voyez. Bon, mais à 5 ans et à cette heure-ci, il faut peut-être aussi arrêter de regarder des vidéos si vous voulez aller loin. Voyez. Enfin bon, il y a plusieurs choses. Donc l'objectif doit être réaliste. C'est la première chose. Il doit être quantifiable dans le temps. Il doit y avoir une échéance. Donc on peut espérer, par exemple, aux échecs, atteindre 1800 Elo quand on est 1200, sous 2, 3 ou 4 ans, en fonction du temps qu'on a y consacré. Donc le temps est important. On a un objectif et on doit l'atteindre dans un temps donné. Plus l'objectif est difficile à atteindre, a priori, plus il va falloir de temps. Moins il est difficile, moins il va falloir de temps. Mais dans tous les cas, il faut bien associer l'objectif à un moment donné, ou à un temps donné, à une date, à une échéance. Voilà. L'objectif doit être mesurable. Aux échecs, c'est super, on a le classement Elo, donc on peut avoir un objectif de points Elo. On peut dire, je veux gagner 200 points en 2 ans. C'est possible aussi pour un coureur de sprint qui veut gagner un dixième de seconde sur le 100 mètres. En tout cas, c'est mesurable. On a une mesure objective, le chronomètre, le classement Elo, qui peut permettre de valider ou non la réalisation de l'objectif. Il doit être atteignable. Inutile de se fixer des objectifs qui sont inaccessibles. Ça apportera de la démotivation, de la démobilisation et ça ne mènera nulle part. Si vous sentez que votre objectif est à votre portée, même si c'est dans 2, 3, 5 ou même j'en connais qui ont pris des objectifs à 7 ans, il faut que ce soit atteignable, accessible. Sinon, évidemment, là encore, la démotivation interviendra et de toute façon, l'objectif ne pourra pas être rempli. Un dernier point qui est important à propos de l'objectif, il doit être assumé. Qu'est-ce que ça veut dire assumer? On se ment beaucoup à soi-même, voyez. Donc on peut se fixer comme objectif de devenir grand maître international aux échecs quand on joue, quand on a 12 ans et qu'on n'a jamais rentré dans un club. Ok. Quand on a 25 ans et qu'on est un joueur moyen de club, ok. Est-ce qu'on assume cet objectif? L'assumer, ça veut dire le dire autour de nous. Je ne suis pas sûr que pour celui de 25 ans, il va pouvoir le dire à ses copains de club, il va pouvoir le dire à sa compagne, à ses parents, à ses amis, parce qu'il sait qu'on va se railler de lui, on va peut-être se moquer de lui, il va peut-être encore moins le dire à un grand maître qui dira écoute, non, là c'est pas possible, compte tenu de ton niveau, du temps que tu as à investir, ça ne marche pas. Assumer son objectif, c'est un peu une conséquence des autres composantes de l'objectif, c'est qu'il est réaliste. En fait, ça valide le fait que l'objectif est réaliste, atteignable, et mesurable. On l'assume, on le dit aux autres, donc du coup on s'engage aussi, donc tout de suite on change un petit peu de disposition par rapport à son objectif, ce n'est plus un rêve, mais ça devient quelque chose qui est réel, on l'a dit aux autres, on est engagé, et on va être obligé d'aller de l'avant maintenant. Par ailleurs, si les autres nous disent que notre objectif est vraiment trop élevé, c'est que peut-être c'est le cas, et donc il est temps déjà de réviser son objectif pour construire son plan d'entraînement vers un objectif plus réaliste. Donc c'est une validation par soi, mais aussi par les autres, de l'objectif. La question s'appelait pourquoi. Il est important aussi de trouver du sens. Pourquoi est-ce qu'on veut atteindre cet objectif? Pourquoi est-ce que je veux devenir maître? Pourquoi est-ce que je veux devenir grand maître? Pourquoi est-ce que je veux gagner 200 points Elo? Pourquoi est-ce que je veux gagner un dixième de seconde au 100 mètres? Est-ce que ça m'apportera plus d'argent, plus de réussite, plus de reconnaissance, plus de plaisir? Le sens qu'on donne à sa démarche est important. Ça va apporter la motivation. L'homme est un être réfléchi, donc il est incapable d'agir sans le sens. Donc si vous trouvez du sens à votre action, ça marchera. S'il n'y a pas de sens, si c'est juste « ah bah ça me ferait plaisir », vous allez vite voir que vous allez vous démotiver parce qu'il faudra faire beaucoup d'efforts et le plaisir finalement ne va pas exister. Votre motivation c'était le plaisir, donc l'objectif ne sera pas atteint. Le sens va au-delà de l'objectif en fait. Je vous donne un exemple. Moi dans mon projet, il s'agit de devenir Rémi en 7 ans. Le sens, c'est que j'y vois la vente ensuite d'un processus d'entraînement, d'une méthode de coaching,
qui permet d'atteindre des objectifs et d'avoir des résultats. Et ma propre expérience sera l'illustration de ma méthode. Donc en fait, mon projet Échiquier 1 est aussi un projet qui va au-delà. C'est un projet professionnel, c'est un projet d'accomplissement, peut-être pour le dernier job que j'aurai dans ma carrière, de coaching dans les échecs ou dans le monde professionnel. Donc, il est très important d'associer ce sens à son objectif, comprendre pourquoi on fait les choses. Il y en a un autre aussi, c'est que les échecs, c'est quelque chose que j'aime depuis toujours. J'y ai jamais vraiment consacré du temps sérieusement. Je sens que j'ai un moyen peut-être, et puis j'ai du temps aujourd'hui à y consacrer. Donc, je voudrais immortaliser en quelque sorte par le label d'un titre cette passion. Mais j'ai conscience aussi de la difficulté. Pour vous donner une idée, ou pour peut-être calmer un petit peu les ardeurs de ceux qui ne savent pas de quoi on parle et qui voudraient se lancer, bon, c'est bien d'avoir des rêves et de vouloir se lancer, mais à mon sens, une maîtrise aux échecs est aussi compliquée à obtenir qu'un diplôme de médecine. Et pourtant, pour obtenir un diplôme de médecine, il faut des étudiants brillants qui vont travailler 6, 7 ou 8 ans à plein temps, jour et nuit, pour obtenir leur diplôme, et beaucoup échoueront en route. Donc avec une vie professionnelle, envisager de préparer ce genre de choses, vous voyez, ça demande quand même beaucoup d'investissement personnel. Il faut avoir ce genre de ratio en tête tout de même, c'est pas accessible à tout le monde. Et pour finir sur le pourquoi de l'objectif doit être polymorphe. Polymorphe, ça veut dire qu'il doit avoir plusieurs formes. Et je viens tout simplement de l'illustrer. L'objectif doit avoir une forme sportive, par exemple, dans le cas des échecs, mais aussi peut-être au-delà du sens pour soi-même, du sens pour sa vie professionnelle ensuite. Le simple fait d'assumer son objectif, d'en parler aux autres, de mener des actions, dans mon cas, par exemple, ça a amené ce site web, la petite matérialisation avec le t-shirt, bientôt peut-être un logo, et je fais déjà des projets pour après. J'ai dit peut-être que le coaching, finalement, sera pas en entreprise, mais auprès des échecs. J'en parle autour de moi. Donc, finalement, cet objectif est réel, je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas oublier ma motivation, c'est devenu quelque chose de matériel, et ça part en plus dans tous les sens. Il faut d'ailleurs canaliser cet aspect aussi, parce que le temps, par exemple, pour faire cette vidéo, n'est pas un temps que je consacre aux échecs. Donc, on va accélérer. Autre question qu'on doit se poser, c'est comment, maintenant qu'on a bien défini son objectif, comment, c'est-à-dire les ressources dont on dispose pour atteindre son objectif. Alors les ressources, c'est quoi? C'est le temps. Quel est le temps que vous avez disponible devant vous pour vous consacrer à la réalisation de l'objectif? Et puis pour faire un plan d'entraînement, c'est important de savoir quand on est disponible. L'autre composante, c'est la vie personnelle. Est-ce que vous avez du temps dans votre vie personnelle? Est-ce que votre vie personnelle est en adéquation avec vos objectifs? Si votre objectif c'est de faire un tour du monde et que vous vivez, que vous êtes handicapé, sédentaire, avec des gens qui ne veulent pas bouger, ça va être compliqué, vous voyez. Ça ne veut pas dire impossible, mais il faut prendre ces ressources en compte. Qu'est-ce qui est possible? La vie professionnelle aussi, évidemment, c'est une ressource. Est-ce que votre profession vous laisse du temps? Et quand vous avez du temps libre en dehors de votre profession, est-ce que vous êtes encore entièrement disponible intellectuellement, physiquement, pour vous investir dans autre chose? Parce que parfois, on peut travailler que 6 heures par jour, mais si c'est sur un chantier physique, quand on a fini ces 6 heures, on se vautre dans le canapé et on dort, quoi, parce qu'on n'a plus du tout d'énergie. Donc est-ce que la vie personnelle, est-ce que la vie professionnelle ou la vie étudiante pour un jeune est compatible avec les ressources nécessaires à l'atteinte de l'objectif? Petit aparté pour les jeunes au passage, si votre objectif doit vous réclamer beaucoup de temps, réfléchissez-y à 2 fois. Votre premier objectif, normalement, c'est quand même vos études, enfin c'est absolument vos études, et il sera toujours temps, plus tard, de consacrer du temps, si j'ose dire, à d'autres passions. Sachez que par exemple, obtenir un titre aux échecs comme maître international ou grand maître ne vous garantit pas d'en vivre, loin de là, et que si je reprends l'analogie avec le diplôme de médecine, il vous sera beaucoup plus aisé, si vous êtes quelqu'un d'intelligent et de logique qui veut s'investir dans les échecs, il vous sera beaucoup plus aisé d'obtenir un diplôme d'ingénieur et ensuite de jouer aux échecs que de devenir maître et espérer en vivre largement. Il y a déjà beaucoup plus d'ingénieurs dans le monde que de maîtres internationaux d'échecs, donc ça doit vouloir dire que c'est quand même plus facile. Pour l'avoir fait moi-même, je peux le confirmer aussi. Il suffit juste d'un peu de logique et de méthode et de travail. Pour obtenir un titre, c'est plus compliqué et sans doute moins rémunérateur. Donc pensez quand même d'abord à la voie classique et consacrez le temps libre évidemment à vos passions. Maintenant, si vous rentrez dans la catégorie des génies, normalement vous n'avez pas suivi la vidéo jusque-là parce que vous avez compris que j'allais vous embarquer dans un truc qui durait des heures à dormir debout et vous êtes déjà passé à autre chose. Donc puisque vous n'êtes pas dans la catégorie des génies,
pensez d'abord aux études et ensuite à vos loisirs. Voilà, pour les autres, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, j'ai dit vie professionnelle, vie personnelle. Euh, Parmi les ressources, il y a les créneaux dont vous disposez. Est-ce que je peux m'entraîner que 2 heures le samedi? Est-ce que j'ai 1 heure tous les soirs? Est-ce que j'ai 5 heures par jour? Voilà. Les créneaux dont vous disposez sont essentiels aussi. Ce sont aussi des ressources qui vont pouvoir contribuer au réalisme et à la réalisation d'objectifs. Votre point de départ est une composante importante. D'où venez-vous par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre? Quel âge avez-vous? Quels sont vos acquis? Quelles sont vos aptitudes? Il faut être honnête. Et bien, ça fait partie de nos ressources. C'est le point de départ, c'est quelque chose que j'ai en moi. Je connais déjà la stratégie, je sais absolument pas compter ou calculer. J'ai quand même une tête bien faite, je sais penser. Voilà. Quelles sont vos aptitudes de départ? Ça fait partie de vos ressources et c'est quelque chose qu'il faut prendre. Et l'âge, bien sûr. Alors moi, j'ai déjà 46 ans, ça peut être un frein. À 18 ans, à 22 ans, ce sera peut-être plus facile de monter. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans les ressources? Eh bien, il y a les ressources qu'il va falloir acquérir. Et ça, c'est important. Vous avez défini un objectif, vous savez quel est votre point de départ, vous savez combien de temps vous disposez. Il faut aussi réfléchir aux compétences à acquérir. Qu'est-ce qu'il va falloir lire comme livre? Quelle littérature vous avez besoin? Est-ce que vous allez avoir besoin, pour l'atteinte de votre objectif, d'un professeur ou d'un coach, de quelqu'un pour vous accompagner? Moi, j'étais très peu disposé à faire ça, je suis assez solitaire. Et finalement, pour donner corps, encore une fois, à mon projet, je me suis dit, je vais aller à l'encontre de mes habitudes, je vais me bousculer. Et puis, de toute façon, comment voulez-vous tout seul atteindre un objectif élevé alors que vous pourriez économiser beaucoup de temps en vous fiant à quelqu'un, a priori, de compétent? Donc, suivre des cours, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Obtenir de l'acquaintance avec un professeur. De quels outils vous allez avoir besoin? C'est pas quand vous allez commencer à travailler que vous allez vous dire ah mince, il me manque ça, il me manque ci. Donc réfléchissez à la méthode, aux outils que vous allez utiliser, préparez-les. Et sur quelle base vous allez partir? Quel matériel d'études vous allez employer? Donc ça, ce sont des questions aussi, les ressources dont vous disposez. Il faut que vous ayez tous les livres, tous les conseils, tous les outils à portée de main lorsque vous allez commencer à travailler. Parce que la réalisation d'un objectif, c'est du travail et il faut être équipé. Alors, on ne part pas en spéléo avec un petit short et des tongs, quoi. Ça ne marche pas comme ça. Je ne connais rien à spéléo, j'en ai jamais fait, mais je le ferai encore moins dans ces conditions. Ah ouais. La dernière question, c'est quand? Alors, autour de quand, il y a beaucoup de choses quand même. Il y a les étapes. Voilà. Avoir un objectif, ok, un objectif à 7 ans, à 3 ans, à 5 ans, c'est pas mal, mais c'est loin quand même, c'est vague. Et si vous voulez pouvoir progresser et évaluer vos progrès, il est important de découper cet objectif en objectifs intermédiaires. Par exemple, si vous voulez gagner 200 points en 3 ans, 200 points Elo, ça peut être intéressant de se dire la première année, je vais collecter du matériel, enfin en 2 ans. Les 3 premiers mois, je vais collecter du matériel et des ressources justement qui vont m'aider à atteindre ces objectifs, puisque je sais quel est le gap, je sais que je dois combler des lacunes en ouverture, en calcul, etc. Donc je vais compiler tout un tas de matières qui vont me permettre de travailler ces points faibles. Et ensuite, je pense que je vais pouvoir, en travaillant, gagner 50 points par an. Donc finalement, on est plutôt sur 4 ans pour mes 200 points. Ok, donc ça veut dire qu'on a des objectifs de plus 50 points par an. Ça, c'est intéressant. Et du coup, on peut reprendre le processus depuis le départ. Eh bien, pour gagner 50 points la première année, qu'est-ce que je fais la première année pour gagner 50 points? Qu'est-ce qui me manque par rapport à quelqu'un qui a 50 points de plus que moi? On dresse une liste, où on en est, les ressources, etc. Et c'est reparti. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, qu'est-ce que je fais le premier mois? Alors du coup, une année, c'est quand même 12 mois. Qu'est-ce que je fais pour gagner 50 points à la fin de l'année? Ah, ben j'ai dit que j'avais des lacunes en ouverture, que j'étais nul en calcul. Bon, je vais peut-être commencer par le calcul. Donc, pendant un mois, je vais bouffer beaucoup de calculs. Voilà, par exemple, je vais faire énormément de résolution de puzzles, je vais essayer de calculer en profondeur. Bref, je vais essayer de trouver des mesures aussi sur le calcul et voir comment je progresse en calcul. Et puis si j'atteins cet objectif, le deuxième mois, je vais peut-être travailler sur les ouvertures. Et les ouvertures, ça va me prendre beaucoup de temps parce que va y avoir les blancs, va y avoir les noirs, j'ai des lacunes à tel endroit, j'ai pas assez de profondeur, pas assez de largeur. Je vais me rendre compte qu'il faut plus d'un mois. Mais en tout cas, je vais avancer comme ça, en découpant à chaque fois mon objectif en micro-étapes. Et puis d'ailleurs, quand je vais aborder les ouvertures, je vais me rendre compte que 2 ans, c'est peut-être un peu court et je vais être obligé de porter à 3 ans parce que je veux vraiment devenir un spécialiste de ceci, je veux travailler à fond là-dessus. Ah, et puis finalement, l'ouverture m'ouvre la vue sur la stratégie, donc il faut que j'aille plus loin. Et puis finalement, les fins d'ouverture, parfois, c'est déjà une finale. Si je travaillais ces finales type-là, j'aurais beaucoup plus de bons résultats avec mon ouverture, etc. Et donc ça, on le découpe en phases
avec toujours à vue l'objectif final, mais découpé en, on va dire, macro-étapes, et elles-mêmes découpées en micro-étapes qui sont peut-être le mois, la semaine, ce qu'on voudra. Il y a une alerte, c'est dans la rue, je vais faire une petite pause. Voilà, donc avec cette première approche, on a identifié les gaps qui nous séparent de l'objectif, on a fractionné les réalisations jusqu'à l'objectif, et logiquement, ça donne une progressivité. Donc le plan d'entraînement va forcément s'appuyer sur les progrès que nous allons réussir. Ça va être une progressivité. La première étape pour atteindre mon objectif, c'est d'arriver là. La seconde, ce sera là. La troisième, ce sera là. Et donc cette progressivité s'inscrit bien dans le processus d'adaptation humain qui fait qu'on, si on travaille une discipline, on peut devenir de plus en plus fort. Voilà. Ce ne sont pas les seules choses. Il reste quand même une chose super importante sur la construction de son plan d'entraînement. On a vu qu'on avait bien avancé déjà puisqu'on a un objectif, on sait de quoi on dispose pour l'atteindre, et on a bien défini les étapes qui permettaient d'y arriver. Mais il va falloir le contrôler dans le temps. C'est-à-dire que lorsque votre plan d'entraînement va être fait, vous allez le dérouler, vous allez vous entraîner, et il faudra valider très régulièrement, peut-être même pas au mois mais à la semaine, la réalisation de l'entraînement. Et ça, vous le savez tous. Vous avez tous fait un jour ou l'autre, dans un domaine quel qu'il soit, un plan d'entraînement que vous avez essayé de tenir, et c'est toujours parti un petit peu en queue de poisson. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours ambitieux quand on fait un plan d'entraînement, on se fait des règles drastiques qu'on n'arrive pas à suivre du tout dans la vie de tous les jours ou pendant des mois. Parce qu'il y a plusieurs choses, il y a la motivation qu'il faut entretenir, il faut savoir récupérer, il faut savoir varier, et c'est pas en se collant des blocs de 6 heures de travail la nuit après le boulot qu'on va tenir très longtemps et devenir très bon. On va juste s'épuiser, se démotiver, on passera vite à autre chose, et c'est bien naturel, et c'est tant mieux comme ça, parce que sinon, l'homme deviendrait très vite fou. Donc, le contrôle de l'entraînement, c'est plutôt à la semaine. Vous avez mes vidéos d'ailleurs sur le bilan que je fais chaque semaine sur mon entraînement. Qu'est-ce que c'est ? J'avais prévu un plan d'entraînement, j'avais prévu des séances, et à la fin de la semaine, je regarde ce qui s'est passé. Je me rends compte qu'il y a des séances qui ne me conviennent pas du tout, que d'autres séances me consomment beaucoup de temps, mais ne m'apportent pas de bénéfices. Celle-ci, c'était antérieur d'ailleurs aux vidéos, je passais beaucoup de temps à lire des livres, et puis finalement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on lit un livre d'échecs, on passe plus de temps à chercher la ligne sur laquelle on était qu'à vraiment réfléchir aux échecs. Donc je pense que la lecture, il y a des bonnes choses dedans, mais il faut quand même y aller mollo. Il y a des domaines sur lesquels on peut travailler avec beaucoup plus de retour. Le plan d'entraînement sert à valider, enfin le contrôle sert à valider ça. Quels sont les exercices que je sens m'apporter le plus de bénéfices, que je peux mesurer par rapport à mon objectif, c'est-à-dire les exercices qui me font réellement progresser en direction de l'objectif que je me suis fixé. Le contrôle de l'entraînement, c'est aussi l'ajustement. Il y a trop de séances dans la semaine. Je n'y arrive pas. C'est démotivant, c'est fatigant. Eh bien écoutez, réduisez, faites moins de séances. Peut-être qu'il vous faudra plus de temps pour atteindre l'objectif, mais vous garderez la motivation. Donc au final, vous irez vers l'objectif. Alors s'il y a trop de séances, vous serez démotivé, ce sera l'échec, ce ne sera pas la bonne spirale. Il faut toujours remettre en question son entraînement pour avoir une prédisposition mentale positive et une envie de réussir. Dès que vous êtes dans l'échec, que vous ratez quelque chose, c'est pas bon. Enlevez les séances. Il faut toujours penser qu'on va y arriver. Et il ne faut pas être freiné par des doutes. Donc par exemple, quand on annonce « je vais être maître international dans 7 ans », il ne faut pas pondérer derrière en disant « bon, bien sûr, je peux échouer, mais au moins j'aurai tout mis en œuvre ». Non, je vais réussir. Et je mets tout en œuvre pour réussir. C'est d'ailleurs pour ça que je vais réussir. De même, dans les bilans, dans le suivi des entraînements hebdomadaires, dès qu'une étape semble difficile, qu'un entraînement n'est pas efficace, qu'on perd trop de temps ou qu'on n'arrive pas à le faire, par exemple je veux faire 6 parties par semaine, je n'y arrive pas, j'ai pas le temps, et puis en plus je joue n'importe comment parce que je suis fatigué, ok, on descend à 2, alors de 6 on descend à 4, et on voit ce qui se passe la semaine d'après. De 4 on peut descendre à 2. Après en dessous de 2 on peut se dire, bon, si j'arrive pas à jouer 2 parties, comment je peux progresser quand même ? Il faut peut-être que je condamne d'autres choses dans mon entraînement qui me prennent du temps. Je passe peut-être trop de temps sur les ouvertures, je vais revenir à plus de pratique. Voilà. Et donc comme ça on ajuste. Alors l'ajustement, il est permanent. Donc c'est pour ça qu'il faut suivre son plan d'entraînement. Pourquoi est-ce qu'il est permanent ? Parce qu'on s'adapte à ce qu'on fait, on se lasse aussi de certaines choses, et il faut sans cesse renouveler pour que la motivation soit renouvelée elle aussi. Donc la progressivité est importante, mais le renouvellement aussi. Les exercices doivent changer, la matière doit changer, et sans arrêt, il faut faire un petit peu des nouvelles choses. Même si on travaille les mêmes domaines, il faut un petit peu les tuner. Et pour savoir quand il faut tuner, c'est tout simple. C'est en faisant un bilan, on se rend compte que tel exercice nous plaît moins qu'un autre, et donc on change.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut céder aussi à la facilité et refuser tout ce qui est difficile. J'ai pas dit ça. Ou, en fait, je l'ai presque dit, donc je voudrais corriger. Euh, Difficile, ça peut être bien si ça fait progresser. Et dans ce cas-là, il faut garder. Il faut se forcer, il faut travailler. Mais il ne faut pas tout le temps s'épuiser. Donc il faut garder aussi un temps pour la récupération, pour le jeu, pour le plaisir. Parce qu'encore une fois, s'il n'y a pas de sens et s'il n'y a pas de plaisir, on va s'arrêter très vite. Voilà. Donc avec ces trois composantes, vous avez tout ce qui va faire un bon plan d'entraînement. Il y en a peut-être un dernier dont on peut parler, c'est l'équilibre. Mais ça, c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche pour les vidéos suivantes qui vont permettre de développer ce plan d'entraînement et regarder comment ça doit se passer. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'équilibre dans le plan d'entraînement. On vient juste de le toucher du doigt en disant qu'il ne faut pas s'épuiser, qu'il faut sans cesse réadapter, etc. Aux échecs, il faut aussi un équilibre entre ce qu'on étudie. Il faut absolument étudier. Donc dans vos plans d'entraînement, il faudra des études, parce que c'est une discipline au même titre que la médecine. Donc il faut étudier les ouvertures, les finales, la stratégie, il y a plein de choses à étudier. Il faut pratiquer, et ça c'est vrai pour tout, lorsqu'on apprend une discipline, on doit étudier, mais la mise en pratique est la bonne façon d'apprendre par soi-même. Il faut analyser. Le jeu d'échecs, quoi qu'on en dise, est un jeu d'analyse et de calcul, et donc il faut analyser sa pratique, analyser les parties, analyser. Donc arrêtez vos modules d'entraînement, enfin vos modules informatiques, et analysez par vous-même. Apprenez à analyser. Vous pourrez vérifier grâce à l'ordinateur, mais avec parcimonie, analyser le plus possible par vous-même. C'est pas grave de se tromper, c'est comme ça qu'on apprend. Et il faut réviser. Et ça, je pense que ça manque beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les plans d'entraînement que l'on fait. C'est-à-dire qu'on apprend des choses, mais on n'y revient pas. Et je crois que c'est Lasker qui disait qu'à 68 ans, il avait passé sa vie à oublier ce qu'il avait appris avant. Et c'est vrai, on oublie tout ce qu'on apprend. Moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, et je sais que je ne suis pas le seul. Vous êtes tous pareils, on est tous pareils. Celui qui a un peu plus de mémoire que nous, de toute façon, ça veut dire qu'il garde 1 ou 2 jours de plus, mais après il oublie. On oublie tout ce qu'on apprend. Donc sans révision, ça n'a aucune valeur. Quand vous passez 1 heure à faire quelque chose, si derrière vous ne passez pas régulièrement 20 minutes à le réviser, c'est juste perdu. Donc il y a un temps pour l'acquisition, un temps pour la pratique, un temps pour l'analyse et un temps pour la révision. Et ces 4 composantes sont fondamentales et clés dans tout plan d'entraînement. 4, alors on a 5 doigts, je vais en rajouter un, il faut récupérer aussi. Il faut se reposer, il ne faut pas être à fond, à 100%, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année, parce que sinon, il y a explosion, démotivation, abandon. Parce que quand on se démotive, quand on arrive en surentraînement, par exemple dans le sport, c'est quelque chose qui amène un rejet immédiat et total de l'activité. Et je pense que c'est pareil pour les échecs, c'est pareil dans le monde du travail. Lorsqu'on sature, on arrête brutalement. Et c'est dommage, parce que si vous aviez au début un objectif, si vous aviez bien posé les choses comme on l'a dit, un objectif avec un sens, qui est polymorphe, qui est atteignable, c'est quand même dommage au final d'arriver à l'échec pour des raisons parce que vous avez créé un mauvais plan d'entraînement. Donc le plan d'entraînement est capital, et nous le verrons dans les vidéos suivantes. J'espère que ça vous a plu, faites-moi un feedback, est-ce que c'est la peine que je fasse d'autres vidéos ou pas. J'ai donc à dérouler pas mal de choses à propos de l'atteinte de l'objectif, de la réalisation du plan d'entraînement, de la programmation de l'entraînement, sur les plans types aussi, sur les méthodes pour bien s'entraîner. Donc tout ça, c'est des choses que je voudrais partager avec vous. Pour l'instant gratuitement, quand CHSMI sera devenu une vraie marque et que j'aurai moi-même atteint mes objectifs, je vendrai mes services. Pour l'instant, c'est offert, profitez-en et faites-moi vos retours pour savoir si vous en voulez plus ou si on arrête là. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, de beaux progrès, de beaux objectifs, réfléchissez-y, c'est pas facile à dire, et on verra comment les mettre en œuvre dans les vidéos suivantes.